C'est en Tunisie, à 2h30 de Paris par les airs, que nous avons choisi cette fois de poser nos valises. Un peu plus de 5 ans après la révolution dite de Jasmin et la destitution de Ben Ali, ce pays qui a de fortes attaches avec la France cherche sa voie tant politique qu'économique. Mais qu'en est-il du secteur cheval en général et des courses en particulier? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce numéro exceptionnel de Planète Course. Et qui d'autre que Trad Ben Gobran, dont la famille baigne dans ce milieu depuis des générations, eût été mieux placé pour nous servir de guide. Mon père était un passionné de chevaux, mon grand-père aussi. C'est une histoire un peu familiale, puisque l'hippodrome de Kassar Saïd, en fait, a été créé en 1894 sur ordonnance de mon aïeul, qui était à l'époque héritier du trône, Mohamed Hedi Bechavel. Et la rencontre de mon père avec son beau-père, qui était lui-même amoureux du cheval, a fait que ça s'est enclenché. Il a acheté sa première jument en 1956. En 1960, il y a eu le vote de la loi d'abolition des biens abous, c'est-à-dire des biens en propriété collective. Donc il a hérité sa part et il a monté son haras. C'est une vraie passion. Comme dit le docteur Bertrand Langlois, le monde du cheval est fait de tellement de passion qu'il nous est impossible d'y joindre de la raison. Donc je peux pas dire autre chose que c'est une passion. Mon père était cavalier, ma mère est montée à cheval, fait quand même très rare dans les années 30. Et moi, j'ai hérité de cette passion. J'ai monté à cheval très jeune, j'ai fait du concours à l'âge de 10-11 ans, puis j'ai monté en course. Et ensuite, je suis revenu vers le concours, et aujourd'hui, je suis un peu dans l'encadrement des jeunes et dans la formation pour essayer de transmettre ce qu'on m'a transmis. Le haras s'étale sur 300 hectares environ, une grande partie qui est céréalière, puis une partie aussi qui est faite pour la production fourragère et l'alimentation des chevaux. Sur place, il y a une trentaine de chevaux qui sont stationnés en permanence, qui sont la propriété du haras. On reçoit entre 40 et 50 poulinaires annuellement pour la saison de monte, essentiellement pour l'insémination artificielle et le suivi vétérinaire. Aujourd'hui, j'essaye de m'orienter vers la production d'un cheval compétitif et commercialisable sur le plan international. J'ai pris quelques risques. Je pense que je suis un des rares éleveurs tunisiens à avoir pris le risque d'amener des chevaux courir en France, dont une jument qui m'a particulièrement fait plaisir en courant très correctement le prix Dragon, préparateur de la World Cup. Son fils sera présenté à la vente d'Arcana. J'essaie de me positionner et de faire en sorte que le réservoir du pur sang arabe tunisien, qui n'est pas négligeable. Nous avons un bon potentiel et nous avons une histoire dans le pur sang arabe. Qu'il puisse être valorisé, jugé à sa juste valeur. C'est sur l'hippodrome de Kassar Saïd, non loin du centre de Tunis, que la fine fleur de l'élevage local a l'occasion de se produire, plusieurs fois par an. En ce dimanche 12 juin se disputent 6 groupes 1, dont 5 réservés au pur sang arabe. Quelque peu désabusé, Trad Ben Gobran n'assistera pas à cette réunion de course qu'on aurait autrefois appelée de gala. Incollable sur l'histoire de Kassar Saïd, il déplore la lente agonie d'un lieu de vie au charme unique au siècle dernier. Les courses ont commencé sur ordonnance de Sa Majesté Mohamed B. Une association a été créée par des éleveurs propriétaires français, italiens et maltais. Et les courses se couraient dans un endroit qui s'appelait Saint-Germain, Zahra actuellement. Chez le comte Foix, précisément celui même dont une course porte le nom, qui est la préparatoire du prix de l'Arc de Triomphe.
ce qui nous ramène quand même à une relation d'amitié et de coopération très lointaine, c'est plus d'un siècle. Puis l'hippodrome de Mégrine, Zara, a été transféré à Kasr Saïd sur ordonnance du B, et on a commencé à courir d'une manière codifiée et officielle à partir de 1908-1910. Mais c'était des courses qui étaient réservées exclusivement aux étrangers, c'est-à-dire que les Tunisiens n'avaient pas le droit. À partir de 1919 et l'entrée de Hamoud Abou Selna au conseil d'administration de la Société des courses, il y a eu une ouverture à laquelle a participé essentiellement le Cheikh Ahmed Qadour en 1920, en intégrant le conseil d'administration en tant que premier éleveur propriétaire de chevaux, puis Sed Kanouabed qui lui a succédé, et ensuite l'a ouvert à plusieurs autres propriétaires, Feu, Béchir Ben Malad, Monsef Bakouche, Ferid Bakouche, Abdrad Abouzine et compagnie. Voilà, toute cette génération de propriétaires qui sont nus, qui étaient férus de chevaux, et qui ont peut-être aussi fait inconnus, ont élevé des chevaux de pur sang anglais, qui ont couru à Auteuil, et qui ont vaincu à Auteuil dans les années 40. Jusqu'aux années 70, Kasr Saïd était un lieu mondain, fréquenté par des personnalités extraordinaires, des fines cravaches, Maxime Garcia, Roche Toviez, qui a été ensuite entraîneur chez M. Fustock, Yves Samartin, Roger Poincelet, sont tous des gens qui sont passés par Kasr Saïd. Malheureusement, les temps ont changé, mais ce n'est pas un changement qui est dû à la Révolution. Parce que je pense que la Révolution, à la bon dos, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'état des courses a commencé à péricliter depuis qu'elle a commencé un peu à nommer des anciens politiques ou des gens qui étaient étrangers aux courses à la tête d'institutions aussi importantes et aussi exigeantes en connaissance que les courses. Donc c'était des personnes qui prenaient des décisions qui étaient beaucoup plus politiques que techniques, ce que ne peuvent pas supporter les courses. Nous avons commencé effectivement, malheureusement, à nous enfermer jusqu'après la Révolution. Les choses ont malheureusement éclaté parce qu'on ne pouvait plus tout cacher. Je suis très attristé par l'évolution de la situation parce que la Tunisie a un historique extraordinaire dans les courses. Jusqu'aux années 60-70, l'hippodrome de Kasr Saïd était incontestablement le premier hippodrome du Maghreb. Je tiens à rappeler qu'en Tunisie, à l'époque, il y avait une cohabitation entre toutes les composantes de la société tunisienne. Il y avait les musulmans, il y avait les juifs, il y avait les maltais, les italiens, les français. Il y avait un esprit de tolérance et d'amitié, malgré la rivalité des courses, qui était exemplaire, extraordinaire. Il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, il y avait régulièrement au moins 4-5 000 spectateurs chaque dimanche. Mais là, depuis une dizaine d'années, les spectateurs se font rares, sauf les journées de Grand Prix ou un truc. Et une bonne partie des spectateurs qui viennent pour suivre les courses de France sur Equidia, justement, et pour jouer sur les courses de France. Parce que le gros du jeu se fait en Tunisie sur les courses de France. Les turfistes, pratiquement, jouent d'une manière symbolique sur les courses locales. Et d'une manière plus symbolique encore, depuis le début de l'année 2016. Les paris, déjà taxés à hauteur de ce que l'on connaît en France, sont dans le collimateur du gouvernement. L'article 19 de la nouvelle loi de finances, promulguée le 25 décembre 2015, soumet à une retenue à la source supplémentaire de 25% les revenus sur les jeux. Résultat, le chiffre d'affaires du pari mutuel s'effondre, provoquant une crise sans précédent. Cette année, il y a eu un petit problème. Je crois que on va le surmonter. C'est cette taxation par rapport à ces courses. Donc, ça va être révisé pendant la loi budgétaire. Donc, ça va être révisé et le problème sera résolu à partir du budget 2017. Mais d'ici là, d'ailleurs, on a parlé avec le ministère des Finances et tous les intervenants afin de renforcer cette société jusqu'à la révision de la loi. La situation économique du pays est catastrophique.
je ne vois pas comment le ministère de l'Agriculture ou le ministère des Finances va compenser le manque à gagner des 6 mois ou 7 mois qui vont passer, quoi. Donc vraiment, on est dans une impasse et il est à craindre que beaucoup de propriétaires et d'éleveurs sont obligés de liquider leurs chevaux, quoi. Ils ne pourront plus assurer leur entretien, donc ils n'auront d'autre solution que de les vendre, quoi. Dans cette même loi de finances figure aussi une taxation en direction de la production locale d'alcool, comme le vin et la bière. L'alcool et les paris menacés, les raccourcis seraient faciles à faire. N'y aurait-il pas derrière tout cela des pressions religieuses? Nous n'obtiendrons pas de réponse claire à cette question. Toujours est-il que de telles décisions ont déstabilisé le monde des courses. Faute de liquidité, le traditionnel meeting estival de Monastir a dû être annulé. Les propriétaires libyens, privés désormais de leur passion chez eux, investissent généreusement dans le système tunisien mais ne compensent pas le manque à gagner. L'avenir pourrait reposer sur les épaules de la jeunesse, à moins qu'elle ne soit déjà désabusée. Dora Ben Yedder a fait des études d'architecture à Paris. Elle a également été cavalière de saut d'obstacles. Elle est revenue en Tunisie après la révolution en 2011 et s'est lancée dans l'élevage. En Tunisie, on a de bons pur sang arabes. Je me suis dit que ce serait bien aussi de perpétuer et de développer, d'avoir ses propres chevaux de la naissance en passant par l'entraînement jusqu'au champ de course. Alors qu'en CSO, c'est davantage des selles françaises ou des selles belges qui tournent aujourd'hui. Malheureusement, la race locale qui est le barbe est assez peu utilisée pour l'obstacle, alors que quand on était, nous, gamins, on tournait davantage sur des barbes. Il m'a semblé que c'était important aussi de participer à maintenir le pur sang arabe et sur de bonnes souches. Théoriquement, un élevage commence un peu à se tenir debout au bout de 5 ans. Donc là, pour moi, c'est vraiment la très mauvaise période. Aujourd'hui, la situation est bloquée. La société des courses est en cessation de paiement pour les propriétaires et les éleveurs, les naisseurs. Donc je pense qu'on va rapidement arriver à une situation de crise. Il y a certaines écuries qui commencent déjà à licencier. Donc la situation est très critique. Si ça ne se débloque pas, je pense qu'on est sur la fin de la filière dans son ensemble. Autant quand on était dans un gouvernement purement Nahda, donc islamiste modéré, je n'aime pas trop cette dénomination parce que je pense qu'on n'est jamais modéré. Le religieux et le politique, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, clairement, il y a eu un échec du gouvernement Nahda. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas mieux loti. Dans les deux politiques, il y a énormément d'incompétence, d'opportunisme. Moi, je ne vois dans aucun domaine, d'ailleurs, il n'y a pas que le monde de l'équitation. Dans le monde de l'architecture, c'est la même chose. Dans du bâtiment en général. Dans le monde médical, c'est exactement la même chose. Je ne vois pas de progrès. L'après-révolution est une période assez douloureuse. Ce qu'il en est sorti d'assez intéressant, c'est surtout la société civile, avec une participation des femmes qui est très très importante dans les associations, dans les ONG. Là, il y a un gros travail qui a été fait. On a gagné peut-être en liberté de parole, c'est certain, mais moi je ne vois pas de grand axe de développement aujourd'hui. Nous nous rendons à présent dans la banlieue nord de Tunis, à Rawed, un quartier qui était encore investi récemment, nous a-t-on dit, par les islamistes les plus radicaux. C'est ici que travaille Monsef. Il dirige une antenne du plus grand entraîneur de Kassar Saïd, Sami Benjaoui. Les chevaux, en récupération ou en convalescence, profitent des bienfaits de la mer, toute proche. Je suis rentré très jeune dans le métier. J'aime les chevaux. Tout petit, j'allais sur l'hippodrome avec mon père et quand je voyais les chevaux de course, ça me faisait rêver. Je me disais alors que je ne pouvais rien faire d'autre que de travailler dans ce milieu.
J'ai commencé comme apprenti à Qasr Saïd. Mais je suis prêt à aller partout où mon patron me demandera d'aller parce que je suis passionné par les chevaux. C'est la fin de la saison et déjà l'été. C'est pourquoi on ramène les chevaux ici, près de la plage. Moi, j'aime bien ce cadre de travail, ce cadre de vie, parce que je suis plus autonome et que l'ambiance est bonne. On sort les chevaux chaque matin. La première chose que je fais le matin, c'est d'attendre les ordres de mon patron qui me communique le programme par téléphone. Quand il y a du travail un peu plus approfondi, mon patron se déplace en personne, notamment les vendredis. Ici, on fait surtout de l'entretien. L'intérêt de la plage, c'est que ça déstresse les chevaux, ça refroidit les membres et les traite quand ceux-ci commencent à bouger. On peut faire également des petits canters sur la longue portion de sable qui borde la plage. C'est vraiment sympa. Cette histoire de taxe sur les paris de 25%, c'est du n'importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi, ni dans quel but ils ont fait ça. Personne n'est gagnant dans l'affaire, ni l'entraîneur, ni les ouvriers. L'entraîneur ne touche plus ses allocations, il n'a plus de liquidité et tout le monde en souffre. Tout le monde commence à quitter les courses. En plus, la nourriture a considérablement augmenté. Tout est devenu trop cher. J'ai bien peur que tout s'arrête un jour proche. Il serait bien réducteur de ne parler que des problèmes économiques liés à des décisions politiques hasardeuses dans le domaine des courses de chevaux. Ici, chacun espère que la filière retrouvera son lustre d'antan parce que l'histoire du cheval et celle de la Tunisie sont intimement liées. Concernant la place du cheval dans la société tunisienne, ce n'est pas d'hier, c'est des décennies, sinon des siècles. Je peux dire qu'il a sa place, à place entière, dans la société tunisienne. Fort de ce constat, militant à l'énergie inépuisable, Trad Ben Gobran a profité des libertés qu'offrait la Révolution pour créer l'Union syndicale interprofessionnelle du cheval, l'USIC. L'USIC regroupe à elle seule 4 syndicats représentant les courses, les sports équestres, les arts et métiers et enfin le patrimoine culturel et touristique. En 2014, il porte un projet fou. Avec des moyens limités, il monte un spectacle son et lumière de toutes pièces dans un site exceptionnel, l'amphithéâtre d'El Djem, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui me fait le plus plaisir dans ce spectacle-là, c'est que ce n'est pas un spectacle en soi, c'est pas une action ponctuelle, c'est exactement l'aboutissement de plusieurs mois, voire une année de travail, voire même plus. En fait, le projet a démarré par la sélection de jeunes cavaliers en situation difficile, soit chômeurs, soit situation sociale difficile, moins de 30 ans, qui montaient bien un cheval en équitation traditionnelle, mais qui pratiquaient cette équitation traditionnelle sous forme beaucoup plus folklorique. Ce qui ne pouvait pas être commercialisable, ce qui ne pouvait pas être représenté un élément artistique à part entière. Alors qu'il y a beaucoup de beau, il y a du beau dans cette gestuelle, dans cet ensemble de patrimoine culturel et matériel qui est absolument magnifique. Aussi bien au niveau des couleurs, au niveau des gestes, au niveau des risques. Et donc j'ai eu l'idée de regrouper ces jeunes, de leur donner une deuxième chance à travers une formation. Je crois sincèrement que un des apports de la Révolution a été la mise à jour de ce formidable potentiel de notre jeunesse. Et c'est vraiment aujourd'hui l'espoir de ce pays, entre ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui sont capables de ressortir des énergies absolument extraordinaires.
Si je dois tirer une satisfaction de tout ce travail, c'est d'avoir pu donner un minimum d'espoir et de dignité à ces enfants, à ces jeunes, pour qu'ils puissent exprimer leur potentiel de créativité. Le Hara national de Sidi Tabet s'est inspiré de cette expérience pour donner à son tour espoir et dignité à d'autres jeunes. Les métiers du cheval y sont désormais enseignés pour répondre aux besoins des différents acteurs du secteur, aussi bien dans le domaine des courses que celui des sports équestres ou encore du tourisme. Cette formation, elle est mise en place en collaboration avec les structures du ministère de l'Agriculture et essentiellement l'Agence de vulgarisation et de formation agricole, qui est le support pédagogique de cette formation. Il a été prouvé que nous avons besoin de différents types de formations. On a commencé par le niveau CAP, c'est-à-dire certificat d'aptitude professionnelle, et ensuite nous allons continuer par des formations continues que nous avons lancées, qui vont démarrer très probablement en automne 2016, et ensuite des BTP, des brevets de techniciens professionnels, et enfin par un diplôme de BTS qui sera la finalité de l'ensemble des formations que nous avons identifiées dès le départ à travers l'enquête. علي شفناه الكل قبل الحصه نتاع التي بي نتاعكم قبل الاكزامان دونك ماذا بيا تحكيوا لي على علامات المخص عند الخيط. Ce qui est bien avec ces jeunes, c'est que ce sont des jeunes qui sont motivés, ils sont sérieux et même s'ils n'ont pas réussi dans leurs études, c'est des gens qui s'intéressent vraiment au cheval. Donc ils iront, par exemple mon module, il n'est pas très intéressant, c'est de la science, du coup bon, à l'école ils n'aimaient pas ça du tout. Par contre, quand c'est lié au cheval, c'est très différent. Ils aiment bien, ils veulent connaître les coliques. Pour eux, ça a toujours été un mystère. Du coup, ils sont contents d'entendre les bruits digestifs, de prendre la température, d'apprendre à voir ce que c'est la fréquence cardiaque d'un cheval, des choses comme ça. Ils sont vraiment réceptifs. C'est une issue de secours, c'est un domaine où ils sont en train de réussir et j'espère qu'ils trouveront un emploi. La demande, elle existe. Parce que réellement, pour les professionnels, on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée, surtout pour les chevaux, surtout pour la course, pour le débourrage, pour les débuts du cheval. On a toujours l'impression qu'il y a un rapport de force entre le cheval et le palefrenier ou la personne responsable. Donc là, on leur fait apprendre qu'il y a un vrai relationnel entre le cheval et le responsable, le cavalier, le palefrenier et tout. Donc du coup, l'idée, elle va changer. Du coup, le professionnel, il a tendance à être plus tranquille avec ses ouvriers et tout. Et par conséquent, on aura une meilleure qualité de chevaux, un meilleur débourrage. Dans ce secteur, actuellement, nous avons à peu près 5000 familles. 5000 familles qui vivent, qui ont cette activité. S'ils ne sont pas organisés face à ce qui se passe dans le monde d'une façon générale, ça risque de finir par le dépérissement et la disparition. C'est pour ça que l'organisation, c'est la meilleure façon de pérenniser, sauvegarder. Avec l'appui de la formation, ça permet de décoller ce secteur. Se soucier de l'avenir de la jeunesse est éminemment louable. Mais toute société décline lorsque sa mémoire s'efface. C'est pourquoi, avec l'USIC et le concours d'un sponsor, Trad Ben Gobran a pris les choses en main. Il est parvenu à sauver de la faillite l'un des 3 derniers celliers traditionnels en activité. Monsef exerce à Béja, 100 km à l'ouest de Tunis. Depuis 2014, il a pu réduire ses coûts de main-d'œuvre et gagner en productivité grâce au financement par l'USIC d'une machine à broder. C'est ma mémoire, c'est mon histoire, c'est ma passion, c'est ma vie. C'est tout ce que représente 3000 ans d'histoire et de civilisation. Oui, c'est une chose fondamentale pour moi. Et nous avons créé une association parallèle à l'USIC qui s'appelle Al-Adiet et qui s'occupe aujourd'hui essentiellement de l'inscription de tout ce patrimoine culturel immatériel en espérant pouvoir le répertorier d'une manière fiable selon les normes de l'UNESCO.
Parce qu'une machine ne remplacera jamais à elle seule le savoir-faire transmis de génération en génération, une bonne partie du travail continue à se faire à la main. J'ai commencé à pratiquer ce métier après la mort de mon père en 1984. C'est lui qui m'a fait aimer ce métier. Je ne voulais pas que cette activité disparaisse dans la région de Béja. Ici, le nombre de selliers n'a cessé de diminuer et je me suis attaché à garder en vie cette forme d'artisanat. Malheureusement, ceux qui pratiquaient auparavant n'étaient pas déjà très nombreux et ils n'ont pas suscité de vocation. Donc, quand ils se sont éteints, il n'y a pas eu de succession. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas très friands de ce travail-là parce que c'est très prenant et que ça demande énormément de sacrifices. Les jeunes, quand ils voient les conditions dans lesquelles vivent les artisans, ils se posent des questions. Si la personne vit bien, alors oui, ils veulent bien faire ce travail. Mais s'ils constatent que ces conditions matérielles sont modestes, alors ils réfléchissent et estiment que c'est une voie sans issue. Après 2014, il y a eu un net changement dans notre vie. Je prends l'exemple de mon fils qui souhaite désormais prendre ma relève. Il a vu qu'avec cette machine, cette nouvelle technologie, les choses s'améliorent. Le marché devient plus florissant, le nombre de selles produites est plus important. Et donc, il y a une nette amélioration de notre condition sociale. Le métier est devenu plus attractif. Je vais souvent à la rencontre des cavaliers dans les festivals d'équitation traditionnels et grâce à ce contact, j'essaie de satisfaire leurs besoins. Et ainsi, je peux faire des selles sur mesure. Quand je sors une selle de mon atelier, c'est une partie de moi-même. C'est une fierté, ça me permet de m'élever dans la société. Chaque selle a son histoire, j'existe à travers elle, c'est une partie de mon âme. La Tunisie a des ressources exceptionnelles, sa jeunesse, son patrimoine. Si les politiques parviennent à accompagner toutes les énergies en prenant des décisions justes et réfléchies, alors le cheval retrouvera toute sa place dans la société tunisienne. Inch'Allah.